On est de retour sur le plateau pour la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7. On va parler maintenant du Togo. Le Togo qui est désormais et pleinement membre du Commonwealth. Le pays avait fait son adhésion il y a quelques mois. Eh bien, le drapeau du Togo a été hissé au siège du Commonwealth le jeudi dernier. C'était en présence du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé Gnassingbé. Le pays devient le 54e État membre du Commonwealth. Les implications, les retombées, c'est ce dont on va parler. Ça a été une volonté, Spero Maoulé, affichée des autorités togolaises de... Togo, on sait, c'est un pays francophone, d'office membre de la francophonie, d'être désormais dans la famille anglophone, 2,5 milliards d'habitants sur ce marché. Cette ouverture, cette diversification, c'est de bon ton pour vous? Quand nous parlons de marché, marché de quoi? Qu'est-ce que nous produisons véritablement pour chercher ce marché-là? Je pense que c'est peut-être nous qui allons acheter sur un autre marché, peut-être à des coûts moindres, peut-être ça. Mais ce n'est pas dans l'optique que nous allons produire. Bon, maintenant, je pense que d'abord, ce ralliement au Commonwealth est beaucoup plus politique pour moi que économique. Dans quel sens? En ce sens que, d'abord, il y a eu le Gabon qui nous a précédé de quelques jours. Mais, entre-temps, on a vu très régulièrement le chef de l'État togolais faire des visites au Gabon, ce qui montre que les deux ont réfléchi ensemble et sont mis d'accord pour le faire. Enfin, c'est une hypothèse qui est plausible. Mais je pense que pour le Gabon, Bongo doit s'être rendu compte que quand il s'est éloigné un peu de la France avec les histoires de Total et autres, on a failli le faire partir. Et Jean Ping allait arriver. Et quand il est revenu, il est devenu plus calme. Il a dû comprendre qu'il faut se préparer à ça. Oui. Et je pense que c'est le même raisonnement que le pouvoir togolais tient en diversifiant ses relations. Le ministre des Affaires étrangères du Togo n'hésite pas à aller aussi bien en Turquie, en Russie, en Chine. Donc, aller au Commonwealth, c'est beaucoup plus, à mon sens, un raisonnement politique qu'un raisonnement économique. Évidemment, là où la politique va mieux, l'économie suit. Donc, l'économie, forcément, va bénéficier de cette alliance-là. Mais je ne suis pas sûr qu'au départ, ce soit une volonté plus économique que politique. Voilà pourquoi je le dis ainsi. Mais dans tous les cas... Mais l'intérêt économique y est également, oui, on reviendra là-dessus. Oui. Forcément. Mais je dis, le moteur a été beaucoup plus politique, à mon sens, que économique. Mais forcément, il y aura des retombées économiques. C'est clair. Constant Lemou, vous partagez la réflexion, c'est d'abord et avant tout une logique politique qui l'emporte sur la logique économique? Je pense que entre le Togo et la Grande-Bretagne, les intérêts économiques sont presque imperceptibles. Nous avons trop peu ou pas de structures économiques tenues par la Grande-Bretagne dans notre pays. Ça peut être peut-être par d'autres sociétés interposées, mais ouvertement non. Ce contact, cette entrée dans le Commonwealth, bien sûr, le Commonwealth, c'est 56 pays, c'est ça? Oui, 56. Je pense qu'on est 56e maintenant. 54. Oui. Le Gabon et le Togo. Ça fait 56. Ben, tous vont en Grande-Bretagne. C'est le nombril, le Commonwealth. Alors, si aujourd'hui le Togo a la possibilité de contact facilité avec la Grande-Bretagne, je pense que ça pourra inéluctablement attirer les investisseurs britanniques vers le Togo. Ils peuvent, d'ailleurs, à la cérémonie comment on l'avait appelé? De lever du drapeau. De lever du drapeau.
le président de la République avec toute sa délégation ont vanté, ou du moins ont donné toute la lumière sur le Togo et les potentialités économiques, ce qui n'a pas laissé indifférents les opérateurs économiques. Alors, que ce soit une démarche d'abord politique, c'est normal, et l'économie suivra forcément. Parce que là, quelle diplomatie politique et pour quel intérêt si ce n'est pas suivi de retombées économiques. Maintenant, le marché, un marché de plus de 2 milliards de personnes, il faudrait qu'on aille pour y vendre et non pour y acheter. Alors, qu'est-ce que nous pourrons vendre sur le marché du Commonwealth? Ce qui est sûr, ce que nous avons l'habitude d'acheter, c'est des produits finis à base des matières premières d'Afrique. Nous sommes d'accord. Alors, il faudrait que désormais, nos matières premières qui sont transformées ailleurs et que nous achetons, et dont nous achetons les produits finis très chers, que nous commencions à transformer nous-mêmes nos matières premières, et même s'il faut les vendre pour la finition ailleurs, si nous ne pouvons pas le faire, bien sûr, eh bien, nous aurions quand même gagné une plus-value sur nos matières premières. C'est ce qui est primordial. Mais aussi longtemps que les matières premières seront exportées de façon brute, qui seront vendues à vil prix, mais aller acheter des produits de des produits finis très chers, là, nous n'aurons rien gagné avec cette entrée dans le Commonwealth. Mais je pense que les Togolais, les responsables togolais, à tous les niveaux, ont compris que nous devons nous y préparer. Nous devons nous y préparer pour que on puisse gagner mieux que ce que nous perdons dans la francophonie. La francophonie. Justement, pour beaucoup, quand on prend francophonie, Commonwealth, et quand on analyse les méthodes, disent que c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Oui, sauf que en étant dans la francophonie, nous sommes dans le franc CFA. Oui. Et c'est vrai que ce n'est pas lié à la francophonie, mais le franc CFA, à mon sens, est un blocage fondamental pour nous, même vers le marché du Commonwealth. Je ne vois pas véritablement l'intérêt que nous avons avec le franc CFA en rentrant dans ce marché-là où les monnaies sont suffisamment fortes. Oui. Et donc, je crains que ça ne nous arrange pas véritablement. J'ai eu à apprendre que Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, est régulièrement... Il est très fréquent ici. Régulièrement sur le sol togolais. Je suppose qu'il a dû conseiller un certain nombre de démarches pour que ça soit profitable. Mais je crains que dans un premier temps, ça va être plus profitable, peut-être pour l'État togolais, moins que pour les citoyens togolais. Oui, mais en même temps, quand on se situe du côté de l'État, en parlant de l'État comme l'entité qui dirige, quel intérêt vous voyez à l'État d'être membre du Commonwealth? Oui, mais il y a ça, c'est vrai, Constant l'a relevé tout à l'heure. On va faire des ouvertures, on va permettre aux investisseurs de venir s'implanter. Mais moi, c'est là où je dis, c'est pour ça que je dis, je ne vois pas en quoi ça va arranger le pauvre citoyen togolais. Prenez par exemple un Anglais qui va arriver au Togo et qui dit qu'il veut s'installer pour faire telle activité. Il vient peut-être avec 10 000 livres, mais il a suffisamment de d'argent millions pour que le pauvre Togolais ne puisse pas rivaliser avec. Oui. Donc du coup, on rentre toujours dans le même cercle fermé. Les Européens vont être là, ils vont profiter. Les Africains ne vont jamais profiter parce que nous ne sommes pas concurrentiels avec eux. Le franc CFA nous limitant dans beaucoup de choses. Ce qui serait alors bon, pour que ça soit la deuxième étape, c'est que l'État puisse permettre à ce que les citoyens togolais soient assistés quand ils veulent investir, et ensuite que le taux directeur, au niveau que cette histoire de BCAO ça cesse, mais que la banque qui va régler notre monnaie, au niveau du taux directeur, fasse en sorte que quand les gens veulent faire des prêts,
que ça ne soit pas à ce taux si élevé-là qui fait que le citoyen togolais est contraint dans beaucoup de difficultés. Et donc, je continue par le dire. On s'ouvre au marché, c'est pour 2 raisons. Ou bien vous voulez aller vendre. Est-ce qu'on a quelque chose à aller vendre? Nous, citoyens, pas vraiment. Peut-être l'État. On veut acheter. Est-ce qu'on a les moyens d'acheter? Pas véritablement. Mais il y a des retombées qui vont venir. Si, par exemple, on rentre, on arrive à avoir des accords touristiques, ça veut dire que quand les gens vont venir, ils iront peut-être visiter Palimé, ils iront visiter Atakpame, et ça va être des retombées en argent. Mais c'est pour ça que je dis ça va être dans un second temps. Mais dans un premier temps, moi je ne vois pas, en tout cas jusqu'à présent, on ne nous a pas suffisamment présenté ce qui va être l'impact direct sur le panier de la ménagère. Moi, j'écoutais une émission sur une chaîne internationale. C'était hier quand un citoyen du Cameroun a intervenu pour dire qu'il ne faut pas que les citoyens togolais et gabonais se leurrent. Il dit que le Cameroun est membre du Commonwealth depuis plus de 20 ans. Rien n'a changé. Ça, c'est clair. Lorsque la politique ne suit pas le rythme de la famille à laquelle on appartient, c'est évident que rien ne change. Ce n'est pas par coup de baguette magique. Vous avez pu remarquer dans la délégation présidentielle la forte présence des opérateurs économiques. Ils n'ont pas fait un voyage de tourisme en Angleterre. Oui, mais je pense que Spero pose bien la question. Qu'est-ce qu'ils ont à vendre? Exactement. Oui. C'est maintenant qu'il faut voir quelles sont les opportunités qui se présentent. Alors, qu'est-ce que le Togo produit? Qu'est-ce qui est transformé par les entreprises togolaises et qui puisse être vendu sur le marché du Commonwealth? Que ce soit dans le pays africain ou en Angleterre, oui. je ne sais pas, en Grande-Bretagne. Maintenant, quelles peuvent être les relations entre les pays africains membres du Commonwealth? Quelles sont les ouvertures qui puissent exister grâce à l'appartenance à la même famille du Commonwealth? C'est ça qui peut favoriser les activités. Quand nous disons que nous allons acheter les produits finis en Europe, je l'ai déjà dit, ces produits finis, c'est à base de nos matières premières. Maintenant, si avec les avancées que nous avons, par exemple la plateforme industrielle d'Adeti-Copé qui voit s'implanter des industries ou des sociétés de transformation. Alors, si tout se fait dans les règles et que les produits finis de la plateforme d'Adeti-Copé peuvent être vendus avec un certain nombre de facilités sur le marché du Commonwealth, je pense que le Togo a tout à gagner en étant membre de cette famille-là. C'est très important à mon avis, parce que je ne vois pas tellement d'avantages politiques ou la diplomatie pour de la diplomatie. Je ne vois pas l'intérêt sur ce point, mais sur le plan économique, nous aurons beaucoup à gagner. Ensuite, du point de vue éducatif, vous serez d'accord avec moi que l'esprit entrepreneurial est beaucoup plus développé dans les pays anglophones que dans les pays francophones. Justement, pour beaucoup, ça, c'est un gros handicap que nous avons parce que ceux qui viennent, puisqu'on ne pense pas juste en termes de nous allons partir, ils vont venir aussi, ils sont plus smart que nous. Exactement. Ils ont le sens des affaires plus que nous et on risque d'être inondés. C'est mieux d'être inondé et d'apprendre à inonder après. Et bien sûr. Ce qui est sûr, les premiers contacts ne seront pas du tout faciles pour nous. D'abord, il y a la barrière linguistique, l'anglais. Le Togo n'est pas nul en anglais. Le Togo, moi, je suis jamais allé dans un pays anglophone en Europe, mais je parle presque couramment l'anglais. Donc, je l'ai appris à l'école. Je peux tenir une discussion en anglais avec n'importe qui. Donc, on n'est pas nul en anglais. L'anglais scolaire, oui, mais l'anglais économique, il est à apprendre. Maintenant, l'esprit entrepreneurial, il est à apprendre également. Et pour pouvoir traiter avec les hommes d'affaires. Si on n'a pas l'esprit entrepreneurial, on ne peut pas. Et je pense que cette appartenance au Commonwealth va nous forcer d'une manière ou d'une autre
Hein? Quand je dis prendre, forcé, ouais. ce n'est pas nous qui sommes déjà endurcis, coagulés par la France-Afrique. Je parle de la jeunesse. Je parle de la jeunesse montante. C'est elle qui sera la grande bénéficiaire de cette entrée du Togo dans le Commonwealth. Ouais. J'ai une connaissance, un ami qui, depuis qu'on a adhéré au Commonwealth, je pense que c'était le 24 juin dernier, si mes souvenirs sont bons, qui va au Rwanda. Il a la chance de découvrir qu'il n'a pas de visa à payer. Lorsqu'il arrive à l'aéroport, on lui dit « Welcome to Commonwealth ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que eux aussi peuvent venir ici. Mais comme on le dit, c'est des gens plus smart, c'est des gens qui sont en quête d'opportunités. Quand ils viennent, les choses dans lesquelles nous on réchigne à mettre de l'argent, ils se disent « Ah tiens, voilà l'opportunité ». Est-ce qu'on est prêt? Nous ne sommes pas prêts. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Nous ne sommes pas prêts. Et plus grave encore, nous sommes dans le franc CFA. Oui. Mais quand vous prenez un Togolais qui va à Londres, il trime, il souffre plus que le Ghanéen qui va à Londres. Pas parce qu'il parle anglais, non. Parce que d'abord, c'est vrai, il y a tout un vécu anglophone, c'est vrai, mais l'argent est un frein sérieux. Et ce qui fait que, honnêtement, moi, je ne vois pas véritablement, sur au moins 10 ans, ce que nous allons tirer de bon de ça. Peut-être un peu plus. Sauf si l'État togolais accepte de faire des réformes, ça a peut-être commencé avec l'anglais du vendredi, mais accepte de faire des réformes réelles pour que l'entrepreneuriat ne soit plus des phrases qu'on dit. On a créé des structures ANGF ou ANGPF. Oui. Mais qui donne combien? 3 millions, 5 millions. Mais nous ne parlons pas de 3 millions, 5 millions quand les anglophones vont arriver. Mais c'est des centaines de millions. Mais est-ce qu'on est prêt à aller vers ça? Et l'autre problème, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'État est en train de tout abandonner entre les mains des privés. Mais ces privés-là, c'est des personnes qui ont déjà suffisamment de moyens et qui arrivent à s'accaparer des choses qu'on peut... puis des étrangers qui sous-traitent. Mais quand les autres vont venir, c'est par quel moyen l'État va permettre à nos citoyens pauvres de pouvoir trouver des ressources pour faire face à cette concurrence-là. Voilà autant de problèmes qui ne peuvent être réglés par le simple fait qu'on soit rentré dans le Commonwealth. Mais par contre, en étant dans le Commonwealth, vous savez, la communauté internationale, sur le plan géopolitique, c'est tout un problème. Les appuis pour avoir certaines facilités politiques sont là. Et donc, en allant dans le Commonwealth, on peut l'avoir. Sauf qu'il y a des règles. Et je ne sais pas si nous sommes déjà arrivés à satisfaire à toutes ces obligations-là. Mais dans tous les cas, nous sommes rentrés. Mais moi, je crains que, tout comme ton ami qui a dit que le Cameroun n'a rien trouvé dedans, je crains qu'on ne trouve rien si les structures ne permettent pas de changer les choses. C'est toute une autre façon de voir les choses et qui amène à une adhésion populaire. Ce n'est plus qu'il faut dissocier complètement les gouvernants des gouvernés, mais il faut qu'on associe les gouvernés aux prises de décision des gouvernants et que les gouvernants se mettent avec les gouvernés pour savoir leurs réels besoins, leurs réelles aspirations pour faire les choses convenablement. Il y a aussi d'autres personnes qui rêvent de retomber en termes de droits de l'homme. C'est vrai que c'est depuis 2014 que le Togo a commencé par frapper à la porte du Commonwealth. Il y a eu plusieurs missions d'évaluation, il y a eu des recommandations, il y a eu des réformes qui ont été faites pour satisfaire aux exigences du Commonwealth. Et donc, du coup, les gens se disent, ah tiens, on est aujourd'hui avec un regroupement qui sera un peu plus regardant sur les questions de droits de l'homme. Je pense que les droits de l'homme sont des valeurs universelles. Il n'y a pas que en étant dans un pays anglophone ou francophone ou lusophone ou russophone que ce qui fait mal soit différent d'un milieu à l'autre. Je pense que c'est vrai, les pays francophones sont plus regardants, surtout du point de vue des libertés. Du point de vue des libertés. Et puis c'est ça qui impacte véritablement le côté économique. J'ai assisté à un séminaire il y a de cela quelques années et où on disait, dans un pays francophone, lorsque vous êtes riche, on commence par vous soupçonner
hein, on commence par se demander d'où vient votre richesse. À la limite, on fabrique un argument qu'on vous colle au dos juste pour vous empêcher de jouir pleinement de votre richesse ou d'en faire usage comme bon vous semble. Mais dans un pays anglophone, quand vous êtes riche, personne ne vous regarde jusqu'au jour où on découvre que votre richesse vient d'une façon frauduleuse. C'est lorsqu'on aura découvert une façon frauduleuse de s'enrichir qu'on va s'en prendre à vous. Cette mentalité, si elle est vraiment inversée avec l'entrée du Togo dans le Commonwealth, c'est déjà quelque chose de très positif. Maintenant, du côté des libertés fondamentales, effectivement, quand vous prenez les pays anglophones, les populations ne se laissent pas faire du point de vue de leur liberté. Ce que nous avons moins au Togo. Pendant que nous étions encore sur les bancs ou étudiants, les étudiants ghanéens avaient plus de facilité à rentrer au Togo, mener leurs activités reparties, que les étudiants togolais rentraient au Ghana ou allaient au Nigeria pour mener des activités. Il y a beaucoup plus de surveillance dans les pays francophones que dans les pays dans le système anglophone. En tout cas, nous pouvons avoir des difficultés au début de cette entrée dans la famille Commonwealth, mais si nous savons travailler, si nous nous mettons au travail, effectivement, c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. Si on travaille moins ou si on reste encore nonchalant, comme dans le système français et francophone, eh bien, nous ne pourrons jamais répondre aux exigences du marché économique du Commonwealth qui est très actif. Parce que là, chacun se bat et voit le résultat auquel il veut parvenir et personne n'a le droit de le détourner de cet objectif ou de le tricher. Hein, les anglophones, les petits Ghanéens ne se laissent pas faire. Hein. Dans notre pays, même quand ils arrivent, ils ont tendance même à s'imposer dans le trading. Oui. Hein, ils s'imposent facilement. Nous n'avons pas cet esprit-là. Vivement que cet esprit se cultive avec cette entrée, surtout avec nos enfants, nos jeunes adolescents, qui se préparent. Les résultats, les retombées de l'entrée du Togo dans le Commonwealth, ce n'est pas pour 2025. C'est beaucoup loin devant. Et ça nécessite du travail. Si le Cameroun n'a rien tiré comme profit, le problème camerounais, il est encore plus profond. Une partie du Cameroun est anglophone. Oui. Une partie est francophone. Et c'est la partie francophone qui a jusqu'à présent géré le pouvoir politique. Alors, si l'emprise de la France sur le pouvoir camerounais ne permet pas l'éclosion des pensées, l'éclosion de l'esprit entrepreneurial comme dans la famille Commonwealth, c'est évident que le Cameroun ne tire rien. Le Commonwealth ne distribue pas des milliards. On ne met pas sur pied des structures d'assistance. Dans la famille Commonwealth, il n'y a pas de cas sociaux. Chacun se bat et ponte son revenu au bout de l'effort. C'est ce que nous souhaitons. Au lieu de travailler, il y a un patron qui vous donnera ce que bon lui semble. Comme dans le système francophone. La question des droits de l'homme, je pense que ça vous interpelle. Absolument, absolument. C'est vrai qu'on dit qu'au niveau des anglophones, on est un peu plus tatillon. Ce n'est pas au niveau des anglophones. Parce que vous savez, les droits de l'homme, les droits humains, c'est universel. Nous pratiquons tous les mêmes valeurs des droits de l'homme. Mais la seule différence, c'est que les gouvernants dans les pays francophones, on leur laisse la latitude de mépriser les règles, tout simplement parce que la France est derrière. Alors que le gouvernement britannique a lâché du lest dans les pays africains, dans les pays anglophones. Le pouvoir, la royauté ou le premier ministre anglais n'est pas aussi acharné comme le français sur les gouvernants. Et donc, du coup, les pays anglophones ont été très rapidement à l'école du self-development. Donc, chacun veut faire bien pour lui-même d'abord. Et donc, du coup, si vous prenez ces pays-là, ils sont très souvent très nationalistes. Et donc, dans ce cas-là, vous ne serez président que si vous démontrez votre amour pour le citoyen de ce pays-là.
Alors que dans les pays francophones, ce n'est pas ça. Les pays francophones, vous montrez simplement que vous avez de l'argent, que vous avez une acquaintance avec la France, que vous avez des relations avec le monde européen. Vous pouvez être président et dès lors, là, vous garantissez les intérêts des grands groupes français. Vous êtes à l'aise. Vous pouvez tuer 2 personnes ou 3 personnes par jour sans que personne ne vous regarde. Dans le système du Commonwealth, on ne va pas vous dire, mais c'est juste que quand il va y avoir des rapports, on va se dire, oui, mais votre gestion ne nous convient pas. Mais si c'est simplement parce qu'on est dans le Commonwealth, le Cameroun serait un pays très respectueux des droits humains. Or, ça ne l'est pas. Même le Rwanda, la façon de parler des droits humains, ce n'est pas vrai. Donc, ce n'est pas véritablement que dans le Commonwealth, on fait respecter les droits humains, mais il y a une certaine façon, une certaine vision des choses qui font que les populations réclament leurs droits. Et c'est ce que Constant disait tout à l'heure. Le petit Ghanéen, il a envie qu'on respecte son droit. On a des pays qui ont essayé. Hein. Vous prenez le Bénin, à un moment donné, le Béninois a été très en avance sur en termes de droits humains. Quand vous le faites, il dit mon droit, mon droit. Mais il a suffi juste que Talon arrange 2 ou 3 choses. Aujourd'hui, eux aussi ne parlent plus très souvent des droits humains. Donc, c'est chaque pays, avec ses nationaux, qui doit se trouver comme obligation de respecter les principes universels des droits de l'homme. Et ça, aujourd'hui, on est en train de trouver, on a déjà une première génération de droits humains, on a une seconde génération de droits humains, mais nous, on est toujours là comme si on n'a rien. Et c'est ça qui est dommage. Ce n'est pas le Commonwealth qui va régler. D'accord. Alors maintenant, il y a quand même une question aussi intéressante, c'est que quand on regarde, on a parlé du Gabon, on a parlé du Togo, qui viennent d'être les 55e et 56e États membres du Commonwealth, tous 2 pays du précaré français, pays membres de la francophonie. On sent quand même aujourd'hui, de la part d'un certain nombre de pays qui étaient sous le giron français, cette liberté aujourd'hui a choisi leur partenaire. On ne veut plus s'esclavagiser. On ne veut plus s'esclavagiser. Peut-être on veut s'affranchir. Parce que nous sommes déjà esclaves. Parce que nos dirigeants sont déjà esclaves. Tant qu'ils tiennent leur pouvoir de la volonté de la France, c'est des esclaves. C'est peut-être maintenant qu'on veut s'affranchir. Mais attention, il n'y a pas d'opposition entre le Commonwealth et la francophonie. Oui. Les 2 systèmes collaborent bien. D'ailleurs, la francophonie est dirigée par une anglophone. Voilà. Ensuite, quand vous prenez le Ghana est membre de la francophonie, tout en étant membre du Commonwealth. Donc, il n'y a pas d'opposition entre les 2 systèmes. Ce que nous pouvons, je l'ai déjà largement dit, ce que nous pouvons profiter de l'entrée du Togo dans le Commonwealth, c'est l'esprit entrepreneurial, c'est la liberté du trading, l'épanouissement de l'homme, tout simplement cela. Vous avez pu remarquer également que dans les pays francophones, par exemple, sur le plan culturel, le politique ne s'immisce pas vraiment dans la chefferie traditionnelle, par exemple. Mais dans les pays francophones, les chefs sont pratiquement à la botte des politiques. De sorte que les valeurs traditionnelles, les valeurs intrinsèques aux communautés sont complètement délestées. Et vous allez voir dans certains milieux ce qu'on appelle chef, c'est tout sauf un chef. Parce que le leader politique de la zone veut que ça soit lui, au mépris des valeurs intrinsèques de la communauté. Mais allez au Ghana à côté, allez au Nigeria, vous allez vous rendre compte que le chef traditionnel est respecté par les hommes politiques. Et non l'inverse. Je pense que le Burkina fait un peu exception aussi. Le Burkina et le Mali. Peut-être nous pouvons nous acheminer progressivement vers la restauration de ces valeurs-là. Et un jour, l'Afrique va retrouver toutes ces valeurs. Alors, concernant la diversification des partenaires, l'entrée au Commonwealth est un aspect.
C'est un aspect de diversification. Mais on voit aussi, quand vous voyez les votes au niveau de l'ONU aujourd'hui, il n'y a plus d'alignement automatique. Ah non, il y a plus Et je pense que notre ministre de la diplomatie l'avait dit clairement dans son discours, qui était très tranché. Hein. C'est ce que je disais tantôt, le Togo n'a pas besoin de coup d'État avant de diversifier ses partenaires ou avant de se détacher d'une politique qui ne nous avance pas. Hein? Et récemment, le Malgache, le ministre des Affaires étrangères malgache qui a voté, limogé, hein, a été limogé. Il est allé voter contre la volonté de son pays. de son président. Il a été limogé tout de suite. Ce qui signifie que, attention, aujourd'hui, personne ne se laisse faire. Hein? Je ne parle pas du Mali, qui a clairement affiché sa souveraineté et qui a mis au défi la France, qui se trouve être membre permanent du Conseil de sécurité. En tout cas, les dirigeants qui se fient de l'aspiration profonde de leur population risquent, sans le savoir, d'être emportés par le même vent qui est en train de balloter la France dans tous les sens. Il y a aussi cet aspect qui est non négligeable, c'est le côté linguistique. Je regarde l'exemple du Rwanda qui, ancien pays francophone, est devenu aujourd'hui un pays anglophone. Le français est devenu troisième langue parce qu'il y a l'anglais, il y a le kinyarwandais et le français. C'est aussi un aspect du développement où les gens se disent cette ouverture qu'on voit avec les anglophones est aussi liée forcément à cette langue qui est peut-être source d'ouverture et autre que le français, très limitatif. L'anglais est parlé par plus de personnes au monde, c'est vrai. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans les pays anglophones, beaucoup essaient de parler le français. Et quand vous allez dans les pays francophones, beaucoup essaient de parler l'anglais. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'on a besoin d'avoir plus de langues pour avoir plus de facilité d'ouverture dans le monde. Donc, ce n'est pas parce qu'on parle que le Rwanda est devenu anglophone que le Rwanda a progressé sur le plan économique. Mais c'est parce qu'il y a eu des réformes aussi bien économiques que politiques. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec la gestion des droits humains au Rwanda, c'est clair. Mais il y a eu des réformes économiques. Mais on a essayé de mettre sur pied l'état de droit. Et ça, on doit distinguer. L'état de droit est vraiment fondamental. Mais si le Togo veut rentrer dans ça, il y aura deux problèmes. Le premier problème, c'est la volonté de faire vraiment l'état de droit, avec tout ce que ça implique comme conséquence, la primauté des droits humains et autres. Mais la deuxième chose, c'est la monnaie qui va toujours nous contraindre. Étant dans le CFA, nous ne sommes pas maîtres de notre monnaie. Et quand vous n'êtes pas maître de votre monnaie, il y a toujours un problème. Je crois qu'à court terme, même le Mali, si le Mali veut rester sur sa ligne, le Mali est obligé de faire une nouvelle monnaie. Le Mali ne peut pas rester dans le CFA et vouloir vraiment se développer. Ça va être une contrainte. Mais bon, maintenant, on va se rappeler, parce que l'histoire est là toujours pour qu'on se rappelle, on va se rappeler que quand le Mali avait eu sa propre monnaie, ça a été infesté et l'économie a chuté. La Guinée a subi le même sort. Bon, maintenant, est-ce que le Mali a suffisamment de possibilités pour protéger ça? Et c'est là où il faut revenir à quelque chose qui est une très bonne chose pour l'Afrique, mais qu'on a vendu très moins cher. C'est la CEDEAO. Moi, je me rappelle encore qu'on a fait une conférence au niveau de Edaoba où on parlait de cette monnaie de la CEDEAO là. Et on était en train de réfléchir sur comment faire en sorte que les anglophones puissent faire d'abord une monnaie commune ensemble. Les francophones ont déjà le CFA. Et puis, il y a eu une convergence. Depuis qu'on était en train de parler de ça, si on avait fait véritablement les pas et de bonne foi, je pense qu'aujourd'hui, on serait déjà dans une monnaie de la CEDEAO. Et ça aurait facilité beaucoup de choses pour nous. Moi, je ne suis pas pour qu'on soit russophone, anglophone, francophone, tout ça là. Je suis pour qu'on soit africanophone, ou ce qu'on veut. Mais si on mettait tous les pays de la CEDEAO ensemble avec la même monnaie, ça fait suffisamment de population sur le marché qui pourrait nous permettre d'être à l'abri de beaucoup de choses. Mais on ne le fait pas. On veut être proche de la francophonie, on veut être proche de...
on n'en a pas besoin. Pas véritablement. Le Oui. problème, c'est que ceux qui l'ont compris n'ont pas le pouvoir. Malheureusement. Ceux qui pensent n'ont pas le pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir sont liés et ne peuvent pas décider. C'est ça le mal des pays d'Afrique francophone. Je pense que la question de la monnaie africaine est clairement posée et tout le monde a compris qu'il ne s'agit qu'une question de temps. Alors, l'entrée de ces pays progressivement dans le Commonwealth va poser encore avec acuité ce problème de monnaie. Parce que nous nous sentirons lésés par rapport à notre appartenance au franc CFA et va nous obliger, et va nous inciter à aller rapidement vers une monnaie qui nous permet d'échanger sur le plan international et dans la famille de Commonwealth. Mais il y a des petites choses qu'on peut faire en attendant. Ah, bien sûr. Mettons-nous ensemble avec le Burkina, avec le Mali, pour chasser le djihadisme d'abord. Et puis après, le djihadisme, on va faire un marché commun. Puis après, on va faire... Et progressivement, on crée la CEDEAO des populations. Et on sort de la CEDEAO des États. Ça, c'est bien vu. Mais dans la pratique, est-ce que vous voyez le pouvoir malien discuter avec le pouvoir ivoirien sur la question de la monnaie, alors que c'est le président Ouattara qui a actuellement le lit? C'est beaucoup plus compliqué parce que la vraie décision Ne vient pas de lui. Des pays, des présidents africains. La vraie décision ne vient pas de... Mais il arrivera un moment où les choses vont s'imposer. Parce que ce ne sera plus une volonté des décideurs politiques, des présidents, mais ce sera la société humaine ou les populations elles-mêmes qui vont crier leur ras-le-bol et personne ne pourra contrôler. Concernant les barrières linguistiques ou les difficultés linguistiques, le français est appelé à disparaître dans quelques siècles. Dans 200-300 ans, le français n'existera plus. La francophonie qui est mise en place pour faire la promotion du français peine à faire développer le français. Parce que le français n'est pas une langue économique. Si tous les pays cherchent à parler anglais, c'est que l'anglais s'impose comme une langue économique et naturellement, l'anglais va continuer à ça peut être le fait que les États-Unis parlent anglais. Mais bon, maintenant, oui, parce que les États-Unis représentent aujourd'hui la puissance économique. Demain, si le Swahili marche, peut-être que le Swahili serait la langue commerciale. Mais actuellement, c'est l'anglais qui s'est imposé, qui progresse allègrement. Mais le français recule. Il recule et il est appelé à disparaître. Faisons sortir le Swahili. Même les Français sont en train de se battre pour s'exprimer couramment en anglais. Pour accéder aux opportunités économiques. Alors, messieurs, si vous permettez, on va dire quelques mots du dernier sujet, la signature de la convention collective. Nous sommes ici dans le secteur de la presse. C'était le 14 octobre dernier, en présence du ministre de la Communication et des Médias, le professeur Ayewadan Akoda. Les négociations entre les syndicats CEGIT et UGIT, le patronat CONAP, Uratel, Atopel, Opel ont abouti à un document consensuel de 37 pages. Alors, ce qu'on peut retenir rapidement au niveau de ce document, c'est que cette convention permet ou bien comprend entre autres le montant du salaire établi en fonction d'une grille communément acceptée selon les échelons variables, le mode de recrutement du journaliste qui, en plus des qualifications académiques et professionnelles, est attesté par la délivrance de la carte de presse, les montants des primes de transport, de rendement, le profil de carrière et les stages de formation professionnelle, etc. Constant Lemou, moi j'exerce ce métier depuis 13 ans. Je lis les quelques bribes d'informations sur ce document et personnellement, je vous dis qu'il me paraît trop beau pour être vrai. Je sais que vous n'êtes pas journaliste, mais vous êtes observateur de la corporation et depuis la libéralisation du secteur médiatique, la pauvreté s'est invitée dans la corporation. C'est bien regrettable que les faiseurs de roi, comme nous les appelons les journalistes, des faiseurs de roi, c'est regrettable qu'ils se retrouvent plus ou moins dans une misère parce que la corporation est mal régie, elle est mal gérée, et vivement que ce test
viennent mieux organiser et encadrer la profession. Le test, il est très beau, le contenu est très beau, c'est un idéal. On ne pourra pas l'appliquer du jour au lendemain. Mais ce qui est intéressant, c'est que désormais, les entreprises de presse devront gérer ces entreprises et surtout le personnel sur la base d'un test. Alors, les journalistes eux-mêmes seront obligés de se professionnaliser et vont se conformer aux conditions fixées par cette convention collective. C'est très important et lorsque la professionnalisation s'invite, lorsque la presse se vend mieux, eh bien, la retombée, c'est pour les acteurs de la presse, c'est-à-dire les journalistes qui vont gagner mieux leur vie et éviter le journalisme d'arnaque ou un journalisme de misère. C'est quelquefois un peu frustrant quand je vois des journalistes courir derrière les organisateurs des activités pour réclamer un déplacement, des journalistes invités ou non. Ils tombent pratiquement dans la mendicité. Ça n'honore pas la corporation. Ça n'honore pas. Et quand je parle de journalisme d'arnaque, des journalistes qui se permettent de dire j'ai vraiment quelque chose sur vous, je suis venu vous parler pour que, bon, on s'entende, pour que je ne publie pas. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Quelquefois, ils n'ont rien en réalité. Ils ont seulement faim. Ils n'ont rien, ils ont faim. Et je pense que c'est mieux d'organiser ce secteur, c'est mieux de le professionnaliser, obliger les entreprises de presse à bien s'occuper de leurs agents et les amener à se professionnaliser. Ce n'est pas seulement que le journaliste doit être compétent, professionnel, forcément avant d'être recruté, mais à partir du moment où il exerce dans une entreprise, la convention collective oblige aussi l'entreprise à accompagner les journalistes dans les formations de perfectionnement professionnel. Et c'est très important. C'est toute la presse qui gagne et c'est l'ensemble du pays qui gagne. Ce débat sur la convention collective a commencé avec les états généraux de la presse. C'était en 2014 à Kmalimé. Nous sommes en 2022. On assiste à la signature de ce document. S'il a fallu un accouchement aussi difficile, comment vous voyez peut-être sa mise en œuvre? Est-ce que l'accouchement a eu lieu? Parce que moi, fondamentalement, quand j'ai écouté un peu comment les choses se sont passées, je suis un peu triste. Parce qu'une convention collective, c'est un accord entre les employeurs et les employés. Maintenant, si les employeurs ont été tenus, entre guillemets, de signer, et qu'ils l'ont fait à contre-cœur, je pense que c'est déjà, on est parti déjà sur de mauvaises bases. Il y en a qui espèrent qu'ils vont avoir des moratoires pour l'application. Vous voyez, donc déjà, c'est un problème. Oui. Bon, maintenant, en réalité, le test est beau. C'est vrai qu'il y a toujours des écueils, mais le test est bon. Relativement bon. Mais dans la pratique, les entreprises de presse qui existent au Togo, quand ils vont commencer par respecter ça, malheureusement, ne tiendront pas plus de 3 mois avant de faire faillite. Parce que les gens n'ont pas un soubassement financier réel, n'ont pas une source constante de revenus assez fiable pour pouvoir embaucher. Ou alors, ils vont fonctionner avec un personnel très limité pour pouvoir survivre. Ou alors, ils seront obligés d'utiliser le bon nombre, mais dans ce cas, ils vont faire faillite et ils vont fermer. C'est peut-être une occasion pour diminuer le nombre d'organes de presse. Parce qu'on en a beaucoup, mais qui ne sont pas forcément viables et professionnels. Mais la grande crainte, contrairement à ce que dit Constant, c'est que je pense qu'il va y avoir des personnes nanties avec des moyens financiers importants qui vont plutôt essayer de mettre sous leur botte certaines entreprises de presse qui auront maintenant beaucoup plus de besoins financiers parce que c'est sur les directeurs que les pressions vont être maintenant, pas sur les employés. Les employés, c'est vrai que ça va être un peu plus éthique, un peu plus propre. Les gens ne vont plus aller courir pour prendre 2000 francs, etc. Mais les directeurs, qui sont les responsables de publication, c'est eux qui seront maintenant contraints d'aller mendier, entre guillemets, ou d'aller se faire supporter ou parrainer par des gens qui vont leur mettre des dictats. Et à ce rythme-là, je crains
que la presse, les lignes éditoriales ne soient plus véritablement pour la population, et que les lignes éditoriales soient pour des gens qui manipulent la population. Et à ce train-là, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Et il y a des directeurs de publication ou des organes de presse avec des lignes éditoriales qui sont très bien, mais qui n'auront pas suffisamment de moyens financiers pour continuer, qui vont disparaître, et des gens qui ne sont pas vraiment dans la logique d'informer et de former la population, mais qui vont disposer de moyens financiers pour se permettre d'avoir un personnel. Ils vont débaucher des autres organes et ils vont mettre des gens sous la botte de leurs moyens financiers, et malheureusement, on n'aura pas les résultats escomptés. C'est vrai que les agents de ces organes de presse seront un peu plus à l'aise. Aujourd'hui, ils ne seront plus à 10 000 francs, comme j'ai vu quelqu'un avoir 10 000 francs par mois, Oui. parce que j'ai appris que le minimum c'est 38 000 francs, mais c'est déjà ça de gagner, oui, c'est bon. Les techniciens seront mieux, c'est vrai, mais les patrons n'auront plus les moyens, et c'est là où les entreprises de presse risquent de mourir, et ce n'est peut-être pas la bonne, sauf si l'État accompagne financièrement. Oui, justement, c'est parce qu'il y a des fonds qui sont prévus. Oui, justement, c'est le fonds presse, ou les fonds presse, si on peut le dire, et l'État annonce l'opérationnalisation de ces fonds, mais la presse privée, c'est une entreprise quelqu'un crée son entreprise pour la faire vivre, pour gagner les moyens. On ne va pas attendre l'État pour vivre non plus. Je pense que cette convention collective va obliger les journalistes à beaucoup plus de responsabilités, et surtout du point de vue de la création des entreprises de presse. Il y a actuellement trop de presse, trop d'organes de presse qui ne s'en sortent pas. Mais si ces journalistes, ces directeurs de publication se mettent ensemble, ils auront beaucoup plus de force. Ça, c'est pas gagné, parce que j'ai cité même aujourd'hui, on a 2 syndicats, le patronat, on en a beaucoup, c'est pas gagné. Ce n'est pas gagné d'avance, mais il faut lire le jeu, c'est le terrain qui guide le combattant. On peut adopter un test parfait, mais si les acteurs ne se mettent pas au travail, s'ils ne s'organisent pas, les tests peuvent être beaux, mais ça ne servirait à rien, ça ne changera rien dans leur quotidien. Il faudrait que les patrons de presse se retrouvent, qu'ils se regroupent en de véritables organes qu'ils financent eux-mêmes. Spero le disait, à partir du moment où vous trouvez un parrain qui finance, vous êtes obligé de faire sa volonté dans la presse. Oui. Et là, c'est dangereux. C'est dangereux parce que la presse va perdre de toute sa crédibilité, de toute sa qualité, parce qu'elle sera obligée de faire la propagande sur le culte, ou faire le culte des personnalités. Et personne n'achètera. Personne n'achètera. Mais si on est mieux organisé en entreprise véritable, avec des informations qui accrochent le citoyen, eh bien, je ne vois pas pourquoi les journalistes ne s'en sortiront pas sur la base de cette convention. Merci beaucoup, Constant Lemou, d'être passé dans cette émission. Merci, tout le plaisir est pour moi. Spero Maoulé, merci également d'être passé. Merci à toi aussi, merci aux auditeurs, aux téléspectateurs. Messieurs, dames, merci à vous de nous avoir suivis d'un peu partout. On se donne rendez-vous le samedi prochain.